Donc, je m'appelle Mathieu Simonet, je suis écrivain, je fais une thèse sur les expériences littéraires collectives et je connais Michel depuis 10 ans, on mène ensemble des projets depuis 10 ans. Et pour moi, enfin, il y a eu plusieurs points de départ de ce projet, mais pour moi, j'identifie le début de ce projet avec une conversation que nous avions eue avec une interne qui travaillait avec Michel Lévy-Soussan. Et cette interne nous avait dit, nous parlait d'un professeur, et elle trouvait que ce professeur avait des mots justes. Donc on lui demandait qu'est-ce que ça veut dire avoir des mots justes, et elle nous disait, ce professeur ne dit jamais vous avez une maladie grave, mais vous avez une maladie importante. Et tout à coup, ça m'avait parlé, je m'étais dit, ah oui, utiliser un mot plutôt qu'un autre, ça peut être une bonne idée, et j'ai essayé de réfléchir pourquoi je trouvais ça plus intéressant de dire maladie importante plutôt que maladie grave. Et pour moi, il y avait 3 éléments. Premièrement, ça mentionnait le fait que le médecin avait une délicatesse, il essayait de trouver un mot plutôt qu'un autre. Deuxièmement, le mot important est moins angoissant que le mot grave. Et puis troisièmement, pour moi, il y a une dimension romanesque, et à partir du moment où il y a une dimension romanesque, ça rend les choses intéressantes, et à partir du moment où ça rend les choses intéressantes, ça rend les choses plus douces. Donc, je m'étais dit, en discutant avec Michel, on s'était dit peut-être qu'on pourrait imaginer un dictionnaire des mots justes, et ce serait formidable à la fois sur un plan médical, puisque ce serait inspirant pour les médecins et les soignants, et puis ce serait très romanesque. Et assez vite, on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que cela, parce qu'une personne m'a dit « Ah mais moi, je préférerais 100 fois qu'on me dise vous avez une maladie grave plutôt qu'une maladie importante ». Et tout d'un coup, je réalisais que la question, c'est pas simplement de trouver le mot pertinent, mais c'est aussi de trouver le mot sur mesure. Et donc, c'est très, très compliqué de trouver un. C'est pas la même chose de se dire il y a des bons mots qui seraient inspirants et de se dire que tout dépend des mots inspirants, des mots sur mesure. Donc, à partir de là, on a vu qu'il y avait plein de difficultés par rapport à cette question des mots justes. Premièrement, donc, ils doivent être pertinents et ils doivent être sur mesure. Alors, quelles sont les difficultés qu'on a identifiées dès le début? Les mots pertinents, de temps en temps, on est face à des injonctions contradictoires. Par exemple, on a besoin, au niveau médical, de dire des choses précises, mais on a besoin aussi de mettre de la douceur. Et donc, on a une injonction contradictoire, on a envie de dire les choses de manière claire, mais on a envie d'adoucir les choses. Et ça peut générer des malentendus. Par exemple, on a eu des témoignages nous disant, quelqu'un disait « votre mère est partie », la personne répondait « elle est partie où ?» ou « elle va revenir quand ?» Le fait de mettre de la douceur, ça peut engendrer des malentendus. Donc ça, c'est une des premières difficultés des mots pertinents parce qu'il y a des injonctions contradictoires à l'hôpital. Deuxièmement, les mots sur mesure, c'est comment faire des mots sur mesure alors qu'on ne connaît pas les patients ou qu'on ne les connaît quasiment pas. Quand on est soignant, on ne les connaît pas forcément. Et puis, les mots sont souvent polyphoniques, c'est-à-dire que de temps en temps, on ne parle pas qu'à une seule personne. Un soignant va parler à un autre soignant, donc il a besoin d'avoir une terminologie technique, mais il va parler aussi à des familles ou à des patients. Et donc, ça peut générer des malentendus. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout soignant, mais un témoignage nous disait qu'on parle de temps en temps de coma de stade 4. Coma de stade 4, si j'ai bien compris, pour les soignants, ça veut dire qu'on est quasiment décédé, alors que pour des familles, coma de stade 4, ça veut dire qu'on est dans le coma et on peut encore parler à la personne. Donc il y a un malentendu sur le coma de stade 4 selon qu'on s'adresse à un spécialiste du soin ou à une famille. Où il y a la question de certains mots qui peuvent être utilisés au même endroit pour les vivants et pour les morts. Par exemple, dans le centre Jeanne Garnier, qui est un centre de soins palliatifs, il y a un panneau avec écrit Café Deuil. Et moi, comme j'ai perdu mon mari il y a 3 ans, dans un premier temps, j'ai vu ce panneau Café Deuil alors que j'étais vivant et que mon mari était vivant, et je trouvais ça assez affreux, parce que c'est comme si ce mot me projetait dans la mort alors que je n'avais pas envie d'être dans la mort. Après la mort de mon mari, ce café deuil, je trouvais ça très réconfortant, et j'ai trouvé ça très réconfortant d'aller à un café deuil. Donc on voit bien qu'une des difficultés, c'est qu'on parle à différentes populations, à différentes personnes, et puis on se rend compte aussi que les mots justes, ça dépend du moment, et ça dépend aussi du lieu. Et assez vite, on s'est dit que une des difficultés sur les mots justes, c'était la question du deuil. Est-ce que les soignants peuvent parler du mot deuil? Et ça n'est pas si anodin de se dire, lorsqu'un patient décède,
est-ce qu'un soignant peut utiliser le mot deuil? Et donc, tout à coup, il y a une deuxième problématique à côté des mots justes, qui était celle des fantômes. Et là, le point de départ, c'est Michel, qui va en parler, qui m'avait effectivement dit qu'elle soignait avec ses fantômes. Et je trouvais ça extrêmement romanesque. Mais mon point de départ, c'était de me dire qu'un soignant soigne avec ses fantômes, en pensant aux patients décédés. Je trouvais ça très romanesque, mais a priori, ça me paraissait impossible. En tout cas, c'était mon point de départ. Donc voilà d'où je parlais quand nous avons commencé à réfléchir au pouvoir du récit en fin de vie avec Michel. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, effectivement, on a commencé avec Mathieu à tramer il y a une dizaine d'années, lorsque j'ai rencontré Mathieu alors qu'il était en résidence littéraire à l'Assistance publique sur un beau projet et que je pouvais apporter au chevet des malades. Et puisque moi je suis médecin, je suis interniste de formation et depuis 25 ans maintenant, je suis responsable d'une unité mobile d'accompagnement et de soins palliatifs à la Pitié-Salpêtrière. Et ce qui m'a conduit là, comme toujours, c'est une histoire, hein, c'est des histoires, hein, et c'est peut-être aussi la souffrance du jeune médecin que j'étais qui venait aussi rentrer en résonance avec la souffrance du patient. Et cette souffrance, elle a commencé peut-être par le tout début de l'internat, par la violence de le cri de détresse de patients qui étaient abandonnés par leur cancérologue parce qu'ils ne répondaient plus au traitement anticancéreux et c'était avant le début des soins palliatifs, donc cette unité ne s'appelait pas encore unité de soins palliatifs, mais pour autant, les patients criaient leur détresse et notamment de s'être vus abandonnés par leur médecin. Et moi, très naïvement, dans ma jeunesse, j'allais chercher, j'essayais de trouver les mots auprès des médecins pour leur dire hein, qu'ils étaient attendus, que les patients qu'ils avaient accompagnés pendant leur maladie avaient besoin de leur présence, avaient besoin aussi de leurs paroles. Et c'était trop difficile pour eux. Et donc, très vite, ça m'a confrontée au fait que notre formation médicale nous avait amputé d'une partie de nous-mêmes, et notamment de notre sensibilité, de notre subjectivité, de notre histoire, et qui faisait qu'on avait du mal à être présent et à trouver les mots pour nommer certains temps de la maladie, certains temps de l'existence. Et c'est finalement dans ce manque, dans ce désarroi que je me suis construite comme jeune médecin. Et après, il y a eu l'épidémie SIDA qui a redoublé aussi ces manques profonds. Alors, cette question des mots justes, je suis allée travailler dans des groupes de sciences humaines et sociales en médecine, notamment auprès de psychanalystes, dans un groupe de psychanalyse et médecine, où on travaillait beaucoup sur les questions de traduction, sur les questions d'annonce, sur le temps de l'annonce, les suites de l'annonce. Et à dire vrai, à un moment, j'ai cru qu'on avait presque épuisé le sujet. Et d'autant que quand l'Institut national du cancer s'est saisi de ces questions en créant des dispositifs d'annonce, j'ai cru que finalement le fait de reconnaître l'importance de ce temps, de cette parole, de ce verbe, allait produire tous ces effets vis-à-vis de ce manque, de cette souffrance. Et finalement, eh bien, à l'épreuve du temps, je vois qu'il reste toujours à actualiser et à mettre au travail cette question, et à chaque fois de manière créative et dans des collectifs soignants avec les patients, notamment avec les patients partenaires, parce que aussi, bien sûr, eh bien, il y a du mouvement dans la santé, heureusement, avec Mathieu dans ce collectif de recherche dont on va parler aujourd'hui. Il a trouvé tout de suite une forme très
pluridimensionnelle avec non seulement des soignants, des professionnels de santé, mais aussi des patients partenaires de l'Université des patients qui venaient aussi témoigner de leur place, de la résonance qu'avaient certains mots dans leur histoire de maladie, mais aussi après la façon dont cette expérience, ils la mettaient au service de l'accompagnement eux-mêmes de patients, hein, ce sont des patients partenaires, et donc on voyait comment tout ce tissage au sein de ce collectif de recherche permettait de mobiliser des ressources et aussi de créer des dispositifs originaux pour travailler cette question des mots justes, des mots qui soignent, mais aussi des mots qui blessent. Et Mathieu a montré déjà depuis les mots pertinents vers les mots sur mesure, les mots aussi du Kairos. Je vais vous prendre un exemple clinique pour essayer de situer cela. Il y a quelques jours à peine, on accueillait un patient, un homme jeune, marié, avec 2 jeunes enfants qui ne vont pas bien, qui ont été très meurtris dans la vie par un harcèlement scolaire. Et cet homme se retrouve avec une maladie d'emblée très sévère et qui semble d'emblée échapper aux ressources thérapeutiques dont on dispose. Et avec une certaine urgence, il m'apparaît que du fait de la situation psycho-socio-familiale, cet homme serait au mieux accompagné avec ses proches dans une unité de soins palliatifs. Je reviendrai sur le terme de palliatif parce que, vous voyez, le travail sur les mots, on l'a au quotidien quand on travaille en soins palliatifs et ce qu'on peut nommer ce terme de palliatif avec la résonance que ça a. Eh bien, donc j'ai, avec mes collègues, porté ce projet, entre guillemets, est-ce qu'on peut parler de projet? Vous voyez, chaque mot demande à être déplié dans ses résonances, dans sa signification au moment où finalement on n'est pas loin de lui annoncer la fin d'un projet qu'il associe à un projet de vie. Eh bien, on est là à porter un projet qu'il puisse être accueilli dans un lieu d'une attention particulière qui sera portée à ce qu'il vit, mais également à ce que ses enfants vivent à ses côtés. Et donc, ce moment a été très complexe autour des mots pour essayer de l'aider à se situer dans ce qu'il vivait, l'aider à nommer les choses, aider à présenter ce projet. Et surtout, on travaille en équipe, on avait tous des façons différentes d'apporter ce projet et ça demandait un travail de traduction d'une grande exigence entre nous, non pas pour parler d'une seule langue, ça serait une illusion non souhaitable, il faut garder la singularité, mais pour autant, dans cette singularité, être un collectif soignant ou en tout cas avoir le souci que les mots ne blessent pas plus que la réalité elle-même. Voilà l'exemple que je voulais prendre pour dire pourquoi cette question des mots justes n'est jamais épuisée et doit toujours être mis au travail. Peut-être aujourd'hui, un des enjeux que j'y vois, mais on y viendra par la suite, c'est que nos parcours de soins sont de plus en plus complexes, on est de plus en plus nombreux. Donc, cette question des mots justes nous sollicite aussi dans nos collectifs soignants pour, comme j'essayais de le dire, trouver des formes de traduction et garder ce souci de cohérence et d'attention commune à la personne en situation de fragilité. Voilà un peu la genèse pour moi des mots justes et les difficultés rencontrées qui nous ont mis au travail. Et Mathieu, pardon, quand on s'est préparé, tu m'as dit que tu serais gardien du temps, n'est-ce pas? Ce qui est bien, parce que moi, faisant des soins palliatifs, j'ai du mal à être gardienne du temps.
Là, on est parfait. Donc, la deuxième, la deuxième partie dont on voulait vous parler, après vous avoir parlé de la genèse, des premières difficultés, du point de départ, c'est quels sont les... La deuxième partie, c'est un peu... Il y a énormément d'initiatives et on a voulu écouter un grand nombre d'initiatives. Dans un premier temps, on pensait faire un dictionnaire des mots justes et comme je le disais tout à l'heure, on s'est rendu compte que c'était une fausse bonne idée. Donc on s'est assez vite rendu compte que ce qui était intéressant, c'était d'interroger un certain nombre de praticiens. Donc on a fait à peu près 25 réunions récithérapie et on a présenté ce travail dans 3-4 colloques. Et peu à peu, on n'avait pas vraiment prévu ça avec Michel, on s'est rendu compte qu'on créait une espèce de communauté récithérapie avec à peu près 130 personnes. Tout le monde ne venait pas à chaque fois, mais on avait des liens. Et donc, quelque part, ça a été extrêmement inspirant. Et donc là, on va vous donner quelques idées d'initiatives qu'on a entendues. Il y a beaucoup d'initiatives qui viennent de personnes qui sont connectées aujourd'hui. Jean-Michel Benatar, Géraldine Chouard-Véron, Déborah Lévy-Berthoraf. J'en vois plusieurs et il y en a d'autres. Alors, sur les mots justes, quelques initiatives. On s'est rendu compte que sur les mots justes, les initiatives, elles pouvaient venir notamment de médecins ou de soignants, de familles et de patients experts dont parlait tout à l'heure Michel. Par rapport aux médecins, quatre exemples qui nous ont intéressés. Un exemple d'un médecin qui nous disait que lorsqu'il doit faire une annonce difficile, il a identifié des typologies de personnalité. La personne qui a besoin de sublimer sa maladie, la personne qui a besoin qu'on n'en parle pas, la personne qui a besoin de trouver un détail, par exemple, qui va s'occuper de mon chat si je meurs, c'est-à-dire qui va essayer d'avoir une concentration sur autre chose. Donc, il a essayé d'identifier un certain nombre de personnalités et il essaye, dans les quelques minutes avant l'annonce, d'identifier à quel type de personnalité il est confronté et il va adapter son discours. Donc, on trouvait ça intéressant comme premier exemple. Un deuxième exemple qui nous a été donné par Jean-Michel Benatar, qui est là, qui est très intéressant, qui était de dire que, de ce que, j'espère ne pas déformer les propos de Jean-Michel Benatar, il essaye, lorsqu'il doit faire une annonce, d'entendre les mots du patient et si par exemple un patient utilise le mot crabe pour cancer, de réutiliser ce mot. Donc l'idée, c'est de pouvoir engranger dans un temps très rapide le dictionnaire du patient. Donc c'était aussi une initiative extrêmement intéressante. Une autre initiative, c'est le fait de se dire que de temps en temps, comme il y a des injonctions contradictoires, il faut être plusieurs et il y a un soignant qui peut être celui qui va faire rire et l'autre qui va être celui qui va donner des informations techniques. Et le fait d'être à plusieurs permet de régler cette question des injonctions contradictoires. Et puis une autre initiative qui était extrêmement intéressante, c'était pour les patients qui sont en réanimation, le fait d'avoir un journal de réanimation fait par les soignants pour que lorsque quelqu'un, si elle sort de réanimation, puisse savoir ce qui s'est passé dans le monde ou de manière plus intime. Et on a vu qu'il y avait aussi des familles qui faisaient des journaux de réanimation et on trouvait ça très, très inspirant. Ça me permet de faire la transition sur les autres initiatives, après les soignants, les initiatives des familles. Donc là, on a eu par exemple le témoignage de Sophie Torresi, qui est la mère d'un enfant patient, et elle a créé une pièce de théâtre qui s'appelle Apnée pour parler des difficultés qu'il peut y avoir entre, enfin des problèmes d'incompréhension qu'il peut y avoir entre le milieu médical et les familles. Et ce qui est très très intéressant, c'est que l'art permet justement, avec du recul, de créer des ponts qui ne sont pas des ponts de tension, mais en fait, on passe des a priori négatifs aux a priori positifs. Il y a une courroie possible. Un autre exemple qui vient de mon expérience personnelle et de mon livre « La maternité » publié au Seuil. Ma mère était en soins palliatifs il y a une dizaine d'années. Et à un moment donné, elle avait des douleurs intenses à l'anus. Et donc, j'en avais parlé au personnel. Et le personnel me dit, enfin, un infirmier me dit, je vais lui passer une pommade. Et je lui dis tout de suite, c'est pas possible, elle ne supportera pas qu'un homme lui passe une pommade sur l'anus. Et là, il me dit, on n'a pas le luxe de penser au sexe du soignant. Et pour moi, ça avait été un épisode un peu traumatique. Et le fait de l'écrire dans un livre, et après ça, ça a été lu par un comédien, Philippe Mercier, dans le cadre d'un projet que menait Michel qui s'appelle Sous les Magnolias.
ça a été lu devant des soignants et on a pu en discuter. Et on se rend compte que le fait de raconter cette histoire par la littérature et de pouvoir ensuite en discuter, ça permet de prendre énormément de recul et de se rendre compte à quel point les symboles sont bien évidemment importants et le temps aussi est important. Troisième élément, par rapport aux patients experts, et donc là, on a fait un festival récithérapie avec Michel et puis avec plein d'autres gens qui nous ont aidés en juin dernier à la Pitié. Et l'idée, c'est de se dire que peut-être que pour les mots justes, on a besoin de plusieurs acteurs. On a besoin peut-être des soignants, des patients et des patients experts. Et pour vous donner un exemple qui nous a été donné donc, par des personnes qui travaillent à l'université des patients, pour traduire le mot métastase, une soignante peut dire diffusion depuis la tumeur originelle des cellules cancéreuses vers d'autres organes. Une patiente, pour décrire le même mot, peut dire quand j'entends le mot métastase, j'entends le mot mort. Je me demande combien de temps il me reste. Je me dis que je n'aurai jamais 50 ans. Je pense à mes enfants. Je pense qu'il faut que je tienne le plus longtemps possible. Je me dis que je vais adopter le chien que ma fille me réclame depuis plusieurs années, que cela fera une bonne diversion. Et une patiente experte dit la métastase, c'est une complication qui fait que vous allez devoir vivre avec cette pathologie. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que l'idée, c'est pas de mettre en conflit ou en opposition plusieurs définitions, mais c'est se dire qu'on a besoin sans doute de tous ces regards pour comprendre les mots justes. Et par rapport aux fantômes, des initiatives qui nous ont paru extrêmement intéressantes, Philippe Charlier, qui est médecin, mais aussi anthropologue, qui racontait qu'il avait, en fait, le fait de connaître l'histoire des fantômes, ça permet de temps en temps de répondre de manière plus juste aux besoins d'un patient. On a beaucoup entendu la question de la chambre. Lorsque quelqu'un est décédé dans une chambre, un patient, et qu'on revient ensuite dans la même chambre, il y a un peu le fantôme de l'ancien patient et qui peut laisser qui peut justement, pour lequel ça ne va pas être anodin pour les soignants. Alors il y a par exemple des gens qui nous ont dit qu'à certains endroits, on laissait la chambre 24 heures vide pour justement laisser qu'il n'y ait pas tout de suite un autre patient qui arrive dans la chambre. Dans un autre hôpital, on nous disait qu'on laissait une place à table pendant quelques jours après que la personne soit décédée. À un autre endroit, on nous indiquait que le personnel soignant allait à l'enterrement et quelqu'un disait qu'elle n'était pas habituée à aller à un enterrement de patient. Et donc, c'était aussi intéressant. Il y a Géraldine Chouard-Véron qui a beaucoup parlé de la question du patchwork, qui permet aussi de laisser une trace quelque part de ces fantômes et de créer du lien dans une équipe. Il y a une médecin qui nous expliquait que lorsqu'il y avait un décès, toute l'équipe écrivait un mot manuscrit à la famille et la famille répondait et ça créait un lien. Donc on est sur la question du fantôme et du comment se souvenir des gens qui sont décédés. Et puis on a accueilli en résidence, Michel Lévy-Saussan a accueilli en résidence Joséphine Lebar qui a interrogé pas mal de soignants sur les patients décédés et ce que ça leur faisait. Donc voilà quelques exemples de 1000 initiatives qui ont eu lieu. Et il y a aussi Déborah Lévy-Berthera qui nous a parlé de la question des fantômes dans la littérature. Enfin, on a eu énormément de témoignages inspirants. Et je laisse la parole à Michel. Oui, effectivement, cette deuxième thématique qui souvent recoupait la première, celle des fantômes, à l'époque, elle s'était imposée avec force dans les suites immédiates de la pandémie, du confinement, qui avait laissé des soignants très jeunes, souvent internes, infirmiers, les seuls dépositaires de la fin de vie de patients, et parfois les seuls aussi traducteurs des familles qui ne pouvaient pas être présents, ce qui était extrêmement difficile pour ces familles, auprès de leurs proches qui terminaient leur vie. Et cette question du fantôme, finalement, je me suis aperçue que les internes qui allaient
partir de ces services à la fin de leurs 7 mois d'internat étaient dépositaires d'une mémoire collective, de la mémoire de patients qui n'étaient plus, qui nous a interrogés sur le deuil des soignants. Est-ce qu'on peut dire que des soignants sont endeuillés? Comment des soignants se souviennent, dans quelles circonstances? Donc, on avait proposé aux internes d'écrire ensemble, parce que finalement, par essence, les internes, ils changent tous les 6 mois et le collectif qu'ils ont formé pendant 6 mois est éphémère. Et ça a interrogé la question de cette mémoire collective ainsi constituée. Et finalement, est-ce que l'écriture permettait aussi de laisser une trace de ce qu'ils avaient partagé et notamment du deuil des patients qu'ils avaient accompagnés. Donc, on a proposé à ce moment-là aux internes d'écrire et ils ont écrit des textes extrêmement beaux. C'était comme l'émergence de personnalités littéraires. Chacun écrivait avec une plume qui était la sienne. Parfois, ils écrivaient pour la première fois, mais c'était des récits où, dès la deuxième rencontre, on retrouvait des personnalités littéraires, parce qu'on ne les connaissait pas tous, mais on reconnaissait leur écriture dans cet accompagnement soignant. Et ça nous a permis d'interroger la question du deuil soignant à travers un questionnaire qu'on a mené dans le cadre de ce collectif que Stéphanie Bavkop, psychologue à l'unité mobile de soins palliatifs, a distribué auprès des équipes soignantes pour savoir comment on se rappelle des patients qu'on a accompagnés. Est-ce qu'on s'en souvient seul? Est-ce qu'on s'en souvient à la maison en essayant de partager avec nos proches? Est-ce que c'est partageable comme expérience? Et tout ça prenait une acuité particulière dans le moment dans lequel nous sommes, où vous savez que les métiers du soin sont aujourd'hui souvent peu attractifs. Et cette question de la souffrance soignante, de la charge mentale des soignants se pose avec beaucoup de force, et de savoir comment aussi recueillir par l'écriture ce vécu des soignants. Et donc, ce questionnaire continue, d'ailleurs, on pourra vous l'envoyer, à être distribué par les réseaux sociaux, parce qu'il peut s'adresser à tout un chacun, tout accompagnant que nous sommes à différents moments de notre vie, et comment nous souvenons-nous et quelle est l'incidence de cette remémoration dans nos accompagnements. Alors, à l'hôpital, Mathieu le rappelait, parce que c'est souvent venu à l'occasion des présentations, les chambres, il y a une mémoire des lieux, ce qui est aussi magnifiquement raconté dans le dernier livre de Déborah Lévy-Berthera, une mémoire des lieux qui est très présente, avec aussi parfois une résistance, comme Mathieu le rappelait, pour essayer de garder un temps vide, une chambre qui a été occupée par un patient décédé. Et voilà ce que ce questionnaire de recherche essaye d'explorer de cette mémoire soignante. Et ça nous paraissait d'autant plus important qu'on vivait cette deuxième épidémie après celle du sida, et où la question collective de la mémoire des noms a été beaucoup travaillée dans l'épidémie sida, comme nous l'a montré au Festival de récithérapie par cette très belle cérémonie de souvenirs Géraldine Béronchoir, et par cette question qui est très centrale dans bon nombre de traditions, qui est la façon dont on garde la mémoire de ceux qui ne sont plus. Et qu'en est-il des soignants? Mais aussi, ce qui apparaissait dans les présentations, c'est que les familles aussi gardent la mémoire des soignants, de certains soignants. Il y a aussi une réciprocité, ont besoin de revenir parfois, ou en tous les cas se rappellent des soignants qui ont accompagné leurs proches dans les derniers moments de leur vie. Voilà, donc cette question des fantômes soignants, de la façon dont
on continue à dialoguer, à soigner finalement, et parfois à l'insu du patient qui vient réveiller la mémoire d'un accompagnement dans le passé qui a beaucoup marqué les esprits. Eh bien, c'est important de pouvoir le raconter, et c'est notamment la place du récit dans l'accompagnement. Alors, vous voyez, maintenant, ça s'appelait Récif initialement, notre programme de recherche, et puis ça a évolué parce que, comme vous le voyez, souvent, c'est des dispositifs quasi expérimentaux qui émergent de ce collectif, qu'on travaille avec Mathieu. Et donc, maintenant, c'est le terme de récit-thérapie qui s'est dégagé et qui vit sa vie depuis quelque temps. Alors, on voulait en troisième bloc vous parler un petit peu, faire une espèce de tentative de synthèse, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Alors, une tentative de synthèse par rapport au mot juste. La première chose importante, c'est qu'on s'est dit qu'il y avait un enjeu de traduction extrêmement important. Alors, comment faire des traductions entre les soignants, les patients, les familles, en créant des espaces de discussion à l'écrit ou à l'oral, et aussi en faisant peut-être une autobiographie réflexive. Des soignants nous ont dit que c'était important pour eux, par exemple, de se souvenir de la première fois où ils ont eu honte. En fait, lorsqu'on est soignant, on se blinde, et ça peut être bien de revenir sur ses souvenirs quand on avait 20 ans, 22, 23 ans, pour être en empathie avec aussi les soignants. Donc, c'est comment trouver des outils de traduction pour pouvoir parler entre soignants, famille et patients. Deuxièmement, le deuxième point important, c'est la valorisation du doute, de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'injonctions contradictoires sur cette question-là, donc il y a potentiellement beaucoup d'échecs, et que ce n'est pas si grave que cela. Peut-être qu'en fin de vie, il y a une impossibilité à dire les choses, il faut accepter cette impossibilité, et peut-être que la poésie permet de traduire l'impossibilité de dire certaines choses. Et assez vite, quelque chose qui est revenu souvent, c'était de dire il ne faut pas chercher la bonne distance, mais la bonne proximité. Là, un autre élément, après la question de la traduction et du doute, la question du récicentrisme, de se dire que de temps en temps, on ne se rend pas compte qu'en voulant bien faire les choses, on n'a pas conscience de ce que vit quelqu'un qui est en fin de vie. Et par exemple, il y a une biographe hospitalière, Valéria, qui expliquait que lorsqu'elle écrivait, elle propose à un patient d'écrire l'histoire de leur vie, elle proposait à la fin de mettre un point final sur le petit livret, et un patient lui disait « mais c'est horrible, si c'est un point final, ça veut dire que tout est fini ». Et elle s'est rendue compte que ce point final, fallait l'enlever. Et donc, c'est inspirant. Donc, le réticentrisme, c'est de comprendre qu'on a besoin de se mettre à la place de l'autre. Et par définition, la personne qui est en fin de vie, on ne connaît pas cette expérience. Le quatrième point, c'est la question de l'attention. Finalement, ce qui est intéressant dans la question des mots justes, c'est de porter une attention même si on se trompe. Et c'est là où il y a des textes qui ont été écrits par des soignants sur l'écoute, sur l'accueil. Donc, il y a Franck Ferrari, Anne-Sophie Début. Donc, ce sont des très, très beaux textes qui ont été lus en public. Et par rapport à l'attention, un point qui revenait beaucoup, c'était la question de la pudeur, et notamment, par exemple, de la sexualité. Quelqu'un nous expliquait qu'une étude montre que les patients n'osent pas parler de sexualité en fin de vie, mais les soignants non plus. Et donc, c'est un vrai enjeu. Et on a Farouja Houssini, qui est psychiatre, expliquer que finalement, dans la médecine, il y a une réalité verticale et horizontale. La réalité verticale, c'est tout ce qu'on sait et qui est très importante, mais la réalité horizontale, c'est tout ce qui se passe au fur et à mesure qu'on ne peut pas anticiper. Et il faut donner de l'attention à ces deux dimensions, et c'est le contraste entre faire des soins et prendre soin. Et puis, et puis, je vous dis juste ensuite, parce que le temps presse, des résultats intermédiaires sur le questionnaire dont parlait Michel, donc qui a été géré par Stéphanie Bavkov. Dans les premiers résultats, à peu près 70 résultats qu'on a eus pour l'instant, vous arrive-t-il d'évoquer la mémoire de personnes que vous avez accompagnées dans leur fin de vie? Oui, à 95%. Qu'est-ce que ça vous apporte? De la réflexivité, de l'émotion, de la tristesse, un sens par rapport à notre propre vie? À quel moment vous vous souvenez des patients décédés? À 63% quand un patient nous rappelle quelqu'un. À quel moment, selon vous, c'est le meilleur moment pour reparler de ces patients décédés?
à 73% dans des moments informels et pas dans des réunions qui auraient été prévues. Est-ce que ça vous semble utile? À 86%, oui. Quel est le problème si on en parle? Le problème d'en parler, c'est si le service n'est pas bienveillant. Ça montre une fragilité de notre part et ça peut nous être un handicap. Et quel est le risque de ne pas parler des patients décédés? Il peut y avoir un risque de burn-out. Dans l'idéal, si on devait créer un dispositif, quel serait le meilleur dispositif pour que vous puissiez parler de la mémoire des patients? 65% disent qu'ils aimeraient un groupe de parole, 45% de l'écriture collective et de 37% de l'écriture seule. Merci beaucoup, Mathieu. Et voilà, vous dire toute la richesse de ce collectif qui a été finalement très ouvert, hein, et assez inattendu, je dois dire, pour ma part, que j'ai découvert un nouveau métier qui est celui de biographe hospitalier, avec une formation, une pratique extrêmement riche. Et j'avais l'impression qu'on formait un collectif soignant, pas seulement composé de professionnels de santé, mais un collectif soignant au sens large pour dire à quel point cette question qui nous occupe de manière solidaire, de manière collective, de manière aussi qu'il y a une créativité qui naît de ce collectif. Et je pense aussi, bien sûr, il y a des moments d'épreuve qui sont particulièrement féconds aussi en matière de créativité. Pendant la période Covid, il y a eu beaucoup de travail avec le théâtre et la littérature. Il y a eu des consultations poétiques qui ont été faites par la troupe de l'imaginaire du théâtre de la ville notamment, qui appelait les patients confinés et qui leur adressait des lectures de textes qu'ils choisissaient ensemble. Donc, pour dire que la récithérapie, c'est aussi toutes ces ressources textuelles. C'est ce qu'on avait travaillé avec Philippe Mercier pendant ces années où Philippe choisissait des textes littéraires, poétiques, philosophiques, journalistiques également, dont il donnait une lecture à voix haute, partagée. Et ces textes, après, étaient prétextes pour des échanges au sein de l'Assemblée qui se réunissaient autour de ces lectures de textes. Voilà, pour dire aussi cette dimension réflexive, les textes qui ont été écrits à l'initiative de la chaire de philosophie de l'Hôtel-Dieu par des infirmiers sur les gestes de soins. Je vois Anne-Sophie Debu, on en a parlé, ce très beau texte sur l'écoute en réanimation, celui sur l'accueil par Franck Ferrari et d'autres encore, ont été joués par, là aussi, des comédiens au théâtre de la ville. Et on voit à quel point ces médiations par l'art, hein, comme le rappelait Mathieu, viennent aussi résonner et peut-être travailler dans la cité ces enjeux de solidarité dans l'accompagnement de ces moments de la vie. Voilà. Peut-être, alors, comme il est 40 et on voulait laisser un petit moment pour qu'il y ait des questions-réponses, on voulait également aborder avec Michel ce qu'on appelle l'extension des mots justes. On s'est rendu compte qu'on a beaucoup discuté aussi des gestes justes, mais là, on n'aura pas forcément le temps d'en parler pour qu'on puisse avoir un petit peu 20 minutes pour d'échanger avec vous. Et merci beaucoup à la plateforme nationale Recherche à la fin de vie, parce que vous nous avez effectivement, vous nous avez donné des ailes et vous avez créé un collectif qui nous touche beaucoup avec Michel. Voilà. Un grand merci à vous deux. Je laisserai effectivement un petit temps de parole. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser vos questions sur le chat ou bien prendre la parole. La parole est à vous. Si personne ne parle, ah bah si, il y a Géraldine. Vas-y, Géraldine. Ah, pardon. Vous m'entendez? Oui? Oui. Alors, un immense merci à Mathieu et à Michel pour ce bilan très complet, très riche, qui nous a fait revivre un certain nombre de séances,
beaucoup de souvenirs me sont revenus en tête, beaucoup de personnes et de témoignages très forts. Alors, je suis heureuse qu'on puisse se retrouver et qu'on puisse ensemble imaginer d'autres projets. Ma question porte sur le projet du site dont tu avais parlé, Mathieu. On a tous envie d'une archive, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir retrouver des choses qui sont allées peut-être un peu vite. En tout cas, ça a été mon sentiment, malgré mes notes. Parfois, je ne sais plus très bien qui a fait quoi. Et je pense qu'on a quand même fédéré un grand nombre d'initiatives qui continuent d'essaimer. Donc, je voudrais savoir si on pouvait, d'une façon ou d'une autre, contribuer, peut-être envoyer des résumés ou des textes, ou commencer par des profils. Enfin, où est-ce qu'on en est dans ce projet? Si tu pouvais nous en dire un mot, ou si vous pouvez nous en dire un mot, Michel et Mathieu. Effectivement, c'est une question dont on a discuté avec Michel. Et l'une des difficultés par rapport au site, c'est d'arriver à trouver le juste milieu pour que ce soit... qu'il y ait suffisamment de choses et qu'en même temps que ce soit accessible, utilisable. Et donc, on s'est dit qu'une des idées, ça serait de faire effectivement un petit résumé de chaque intervention. Et il y a beaucoup de personnes dans le collectif qui ont fait des comptes rendus, et c'était extrêmement précieux. Et on avait envie de relancer tout le monde pour, si des gens voulaient nous renvoyer des comptes rendus, et qu'on puisse peut-être, sous chaque résumé, mettre les comptes rendus très personnels des uns et des autres, même s'il y a des fautes d'orthographe, même s'il y a des coquilles, même, vraiment à titre d'archive, parce qu'en fait, avec Michel, on a repris un certain nombre de comptes rendus qu'on nous avait envoyés, et c'était passionnant à lire. Par contre, il faudrait effectivement l'accord des uns et des autres. Oui. Et puis, il y a en plus, de temps en temps, des documents qui nous ont été donnés. Par exemple, toi, Géraldine, tu nous as donné un document très complet sur le patchwork, et on pourrait effectivement aussi le mettre. Mais donc, je pense qu'on avait besoin aussi avec Michel peut-être d'un temps de pause, parce que c'est vrai que comme on n'arrêtait pas de rencontrer des nouvelles personnes, Oui. qui sont passionnants, on se dit qu'il faut peut-être pendant 2-3 mois qu'on soit concentré sur archiver, capitaliser ce qui s'est passé pendant un an pour pouvoir mieux reprendre. Mais donc, on est totalement à 100% pour faire ce site internet et ces archives. Merci beaucoup. Merci. Je vois que Monsieur Luigi Flora a aussi pris. Allez-y. Merci pour ce travail. Donc, j'ai pu que partiellement participer, vraiment, mais en vous écoutant, je me posais la question. Moi, je co-dirige le centre du partenariat avec les patients et le public à la faculté de médecine de l'Université Côte d'Azur. Et on se rend compte, tu as parlé tout à l'heure, Mathieu, d'injonctions paradoxales, et que en fait, c'est une vraie problématique aujourd'hui dans le soin, globalement, et pas que dans la thématique abordée. Et dans ce cadre-là, nous, on a lancé en fait un axe de recherche juridique, par rapport à un nettoyage qu'il y aura à faire dans les textes de loi d'une part, et d'autre part, on commence à organiser aussi un travail avec des chercheurs en linguistique. Parce que quand tu parles des mots justes, quand vous parlez des mots justes, en fait, il y a un laboratoire avec lequel je suis en contact qui crée en fait comment dire, un corpus à partir des associations de termes. Et peut-être qu'il y aura un travail intéressant à faire dans un moyen terme avec un laboratoire de linguistique pour voir un peu en fait c'est quoi l'association des termes et qui font un truc. Je pense que ça aurait un intérêt certain d'avancer dans ce sens-là, quoi. Donc, si jamais ça vous intéresse, moi je suis en contact, des premiers contacts avec un laboratoire de linguistique qui m'a fait cette proposition de corpus. Peut-être que je pourrais introduire le sujet, et puis après, peut-être qu'il y a d'autres laboratoires qui sont très pertinents pour le faire aussi. Il y a plein de... Ça me paraît être deux pistes qui sont assez intéressantes, et puis qui sont appuyées, en fait, pour le partenariat. Par exemple, ça s'est appuyé par une recommandation d'une recherche européenne, de l'Union européenne, de réfléchir, aménager les textes législatifs en fonction, en fait, des modifications qui sont en cours dans les systèmes de santé européens, quoi. Merci beaucoup. Moi, ça m'intéresse. Je ne connaissais pas votre projet et ça m'intéresse énormément parce que voilà, j'ai l'âge d'avoir connu la médecine avant qu'il y ait autant de textes législatifs qu'il y en a aujourd'hui consacrant des droits aux patients, ce dont on peut se réjouir.
mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a des questions qui ne sont pas du tout abordées. C'est comment ces textes de loi sont interprétés et traduits dans la relation de soins. Et c'est vraiment une question, moi, qui me touche beaucoup parce qu'au quotidien, en équipe mobile d'accompagnement, on accompagne aussi beaucoup les jeunes praticiens et notamment dans le rapport à la loi qui les inquiète bien souvent. Et parfois, ils peuvent en oublier qu'ils sont soignants et quand un malade, voilà, par exemple, qui demande à mourir, ils peuvent s'entendre dire « mais ce n'est pas possible, aujourd'hui, c'est illégal ». Et donc voilà, il y a cette question du rapport à la loi qui est vraiment, je pense, très intéressante, mais on voit même sur les directives anticipées, j'y reviendrai en un mot parce qu'on y a travaillé avec Mathieu il y a quelques années, eh bien, c'est un dispositif qui a été surtout saisi par les établissements de santé de manière quantitative, comme marqueur de certification sur l'accompagnement de fin de vie, mais finalement, ça n'a pas été tellement, à part en psychiatrie d'ailleurs, mais sinon, ça n'a pas été tellement un dispositif qui a été saisi dans la relation de soins. Alors, c'est très complexe, mais on voit que parfois, quand il y a un juridisme important, ça, comment dire, peut-être les cliniciens ne se mettent pas suffisamment au travail sur ces questions de traduction et de rapport à la loi dans la relation. Donc, moi, je trouve ça passionnant comme question et qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. Oui, pardon, sur les directives anticipées, il y a quelques années, on va peut-être remettre ça au travail avec Mathieu, on avait organisé des ateliers d'écriture de directives anticipées fictionnelles, puisque comme c'était un dispositif citoyen qui est peu fréquenté par les citoyens, on s'était dit que peut-être que par la médiation de la fiction, ça permettrait à tout un chacun de pouvoir aussi mettre ça au travail. Voilà, c'est aussi peut-être l'apport, un des, bien sûr, multiples apports de la fiction dans le soin. Merci beaucoup pour ces éclairages. Je vois qu'il y a aussi une main levée de Madame Constance Caroutet. Oui, c'est ça. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, je suis arrivée au cours, donc j'ai peut-être raté, je vais peut-être vous faire répéter. Je suis psychologue, j'ai fait ma thèse sur la rétrospective de vie en soins palliatifs et je voulais voir si dans vos récits thérapies, dans ce que vous avez pu mener, c'est quelque chose qui est apparu ou que vous avez questionné, en tout cas. Voilà. Oui, alors, pardon. Je ne sais pas si aussi Valéria est là. Enfin, moi, ce qui m'a, comme je vous le disais, frappé, c'était de voir dans ce collectif l'émergence d'accompagnants qui n'étaient pas que des professionnels de santé. Et une fois de plus, pour moi, c'était aussi un mouvement politique et poétique. Et donc l'implication de ces biographes hospitaliers dans les rétrospectives de vie, dans cet accompagnement par le récit des patients. Et voilà, Valéria Milewski nous a fait… Je ne sais pas si les rétrospectives de vie, c'est la même chose que ce que font les biographes hospitaliers. Donc ça c'est une première question qui m'intéresse, que je vais vous poser. Et puis deuxièmement, ce que je trouvais en tout cas très intéressant avec le travail de Valéria Milewski et aussi avec tous les biographes hospitaliers, c'est qu'on se rend compte que c'est important pour la personne qui va potentiellement bientôt décéder de raconter sa vie, mais c'est important aussi pour les survivants. Et en fait, ce qui est très intéressant à chaque fois sur les mots justes, c'est qu'on parle aux vivants et aux morts, avec des temporalités différentes, avant et après la mort. Et il y a tout un enjeu de sas entre la vie et la mort, et entre à qui on parle. Et il y a toute une fragilité à ce niveau-là, sur lequel, à mon avis, c'est extrêmement important de manière pluridisciplinaire de réfléchir, que ce soit au niveau juridique, au niveau littéraire, au niveau… Voilà. Donc, ça, c'est on est… Mais donc, Constance, moi j'ai une question pour vous. Je sais pas, je trouve ça très beau, rétrospective de vie, mais je ne sais pas si c'est la même chose que ce que font les biographes hospitaliers. Oui, c'est un tout petit peu différent dans le sens où c'est un travail qui va être thérapeutique, où en fait on va amener la personne
à remettre en... pardon, excusez-moi, je suis un peu malade, donc je suis un peu ralentie, à faire réémerger les conflits non résolus de son histoire de vie, à les retravailler pour qu'ils soient ensuite réintégrés. Voilà. Et dans le travail, dans le projet que j'ai pu mener, donc il y avait deux entretiens basés d'abord sur l'histoire de vie, avec les moments dont ils étaient fiers, les moments comment ils étaient construits, leur vision du monde, le roman de la maladie. Et il y avait également quelque chose sur la transmission de ce qu'ils souhaitaient, du coup, évidemment, un peu comme vous disiez, ce lien entre le passé, le présent et le futur, ce qu'ils laissaient laisser. Et après, il y avait la construction d'un album avec les proches, avec des photos personnelles, et où là aussi, on s'est posé la question du point final, est-ce qu'on met un point final ou pas, et finalement on s'est dit que non, on le laissait inachevé dans l'optique qu'il puisse être fini ou pas plus tard par le patient et ses proches. Donc voilà. Merci beaucoup Constance. Peut-être on retient un jour, quand on reprendra, après notre pause de 3 mois pour le site web et colliger les notes de tous ceux qui veulent y participer, y contribuer, mais que vous puissiez nous présenter vos travaux de rétrospective. Avec plaisir, merci. Voilà, il y avait... une autre main levée, je crois que c'est Madame Cagnando. Bien, c'est nous. Merci. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, d'accord, bonjour. Donc Catherine Ruchon et Giuditta Caliendo, on représente donc un projet qui s'appelle Périnate et qui est centré sur le deuil périnatal. Et là, je fais un petit retour en arrière, je reviens sur ce que disait Luigi Flora tout à l'heure, sur ce que peuvent apporter les linguistes dans cette recherche. Nous, de notre côté, nous travaillons sur un corpus de questionnaires et d'entretiens avec des parents endeuillés. Plus spécifiquement, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est la fin de la réunion, mais plus spécifiquement sur les métaphores, mais pour donc chercher quelles sont les expressions métaphoriques qui peuvent permettre aux parents endeuillés d'exprimer au mieux leur douleur, mais aussi qui peuvent être reprises par le personnel médical, des expressions qui donc permettront de créer, tout à l'heure il y a eu justement une métaphore qui a été évoquée, je crois, par Mathieu, la métaphore du pont. Et donc là, c'est là où la métaphore ferait, effectivement, les métaphores font un peu le pont entre les patients, c'est-à-dire les parents endeuillés et leur famille, et le personnel médical. Donc là, je pense, voilà, là c'est la fin, on n'a pas trop le temps de développer, mais c'était pour ouvrir une porte. Merci. Peut-être Mathieu, parce que tu as un projet de linguistique aussi sur cette question. On a un projet justement sur, une des questions, c'est que quand on perd son mari, on dit qu'on est veuve, quand on perd ses parents, on est orphelin, mais quand on perd un enfant, il n'y a pas vraiment de mot de statut. Et donc, dans le cadre de la nuit de la lecture, en janvier prochain, on va avoir un projet pour essayer de lancer un appel pour réfléchir à toutes ces questions. Ça serait intéressant qu'on rediscute avec vous. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. D'autant qu'il y a aussi un pan sur la néologie. Oui, je sais, oui. Et il y a tout un mot justement pour. J'avais vu ça. Et avec Michel, on va créer avec d'autres l'association Récithérapie dans quelques mois. Donc, si certains veulent nous rejoindre, parce qu'il y a plein de choses. Et Déborah avait levé la main. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette réunion parce que ça permet de faire le point un petit peu sur toute la richesse de ce qu'on a entendu pendant toute l'année dans le séminaire et aussi pendant les journées, les magnifiques journées de récithérapie à la Pitié. Et moi, je suis vraiment très admirative du travail de Michel Lévy-Soussan et de Mathieu Simonet. C'est vraiment primordial, je trouve, ce que vous faites et ce que fait le collectif autour de vous pour cette réflexion sur il y a vraiment quelque chose d'urgent. Ce que je me demandais en vous écoutant les uns, les unes et les autres, c'est si finalement ce besoin que nous avons de créer des ponts, d'accompagner, d'être presque psychopompe comme ça et en tout cas de parler d'accompagnement, et peut-être de faire une place à la fiction, tu disais Mathieu, au romanesque. Est-ce que toutes ces actions ne viennent pas
se substituer à ce que faisaient auparavant les rituels religieux. Par exemple, est-ce que la rétrospective de vie ou la biographie en fin de vie ne vient pas se substituer à l'extrême-onction où on retraçait la vie? Je ne sais pas, c'est une idée qui m'est venue en vous écoutant. Et je voulais juste faire une petite suggestion, mais vous y avez certainement pensé à propos de cette absence du mot pour parler de parents orphelins. Il y a le très très beau texte de David Grossman qui s'appelle « Tomber hors du temps ». Il se trouve que je suis en train de l'étudier avec mes étudiants. Et c'est en fait une marche des parents orphelins de tous bords, de toutes origines, hors du temps et justement hors de toutes circonstances historiques et spatiales, qui trouvent un moyen d'exorciser en fait cette douleur inacceptable de la mort de l'enfant. Je peux mettre le titre dans le chat. Ah oui, tomber hors du temps. Moi, j'aimerais bien suivre, parce que, pardon, mais l'autre livre de David Grossman qui m'a énormément construit aussi dans ma pratique soignante, c'est La femme qui fuyait l'annonce, dans la question justement de l'annonce et du deuil. Et voilà, c'est pour dire à quel point la fiction et la littérature participent aussi à nous construire dans l'épreuve de la maladie, dans l'épreuve aussi de l'accompagnement soignant. Et voilà, ces médiations. Et puis on est content puisqu'avec le Centre national du livre, on est à nouveau soutenu pour pouvoir accueillir une deuxième résidence littéraire à l'hôpital, en soins palliatifs, là avec Marianne Rubinstein. Et voilà, ça nous paraît être là aussi les soignants que Joséphine Lebar avait rencontrés pour recueillir leur récit de leurs fantômes, avait, je crois, beaucoup apprécié. Elle était dans son travail de création littéraire, elle était elle-même, elle prenait soin de ceux qui soignent. Et on va peut-être vous laisser nos mails, Michel et moi, si vous avez envie. Là, je voyais le message de Julie Pouget. Enfin, n'hésitez pas, je vous envoie là mon mail. Ah, Mathieu, on n'entend plus. Ah, j'avais coupé le micro, c'était juste pour dire que j'ai envoyé mon mail et Michel, tu peux peut-être faire la même chose. Et si vous avez envie de nous contacter, parce que je voyais effectivement le message de Julie Pouget, enfin, il y a plein de... Et puis comme on est en train de... Voilà, on a plein d'envie pour continuer. C'est pas parce qu'il est 13h59. Et comme voilà, il était juste, il va être 14h. En tout cas, merci Déborah, c'est très très beau cette idée du lien qui est rituel religieux et cette marche des parents orphelins. En fait, effectivement, l'enjeu, c'est puisqu'il n'y a pas de mots et parce que c'est inacceptable, il faut aller aussi vers la poésie. Et très inspirant. Merci beaucoup, un immense merci à M. Simonet et Mme Lévy-Soussan pour ce très très beau webinaire. Un grand merci également à toute l'équipe de la plateforme et notamment Delphine Gosset, Sophie Opet. Et je vous souhaite à tous un très très bel après-midi. Merci. Merci Dalia, merci à toutes et à tous. À bientôt. Merci beaucoup.